J'ai fait un diaporama, donc ça va me permettre de rythmer, mesdames, messieurs, bonjour, donc de rythmer un peu le rythme de mon intervention. Maître de conférence en droit, certes, mais surtout militant de la clause sociale depuis 1993, donc je vais essayer de vous passer un petit peu en revue toutes ces longues années au service de la clause, avec toutes les joies et toutes les déconvenues que j'ai pu rencontrer depuis toutes ces années. On parlait tout à l'heure de l'insertion. Je raconte toujours, et ce sera la seule anecdote, qu'en 1994, quand j'ai commencé avec les services techniques du Conseil général du Nord à faire des clauses, les réunions avec les services techniques, je sortais des réunions, il ne me restait plus grand-chose, il me restait le gros œuvre, et encore. Et je me souviens de ces discussions où, quand on parlait plomberie, on m'objectait que tout allait fuir, quand je parlais électricité, que tout allait sauter, et quand j'abordais les toitures, on me répondait que, bien sûr, que les gens en insertion, tout le monde sait ça, ont le vertige. Ils tombent, paraît-il, à 2,50 m, donc surtout pas l'eau toiture, etc. Les temps ont changé. Parfois, on rencontre encore un tout petit peu ça dans certaines communes aujourd'hui. Alors, un peu d'histoire, pourquoi? Voilà. Très rapidement, pour vous dire que ça a démarré très tôt. Moi, j'ai commencé à bosser là-dessus en 93-95. Je rentrais dans ma fac après 10 ans d'activité dans des collectivités. Et à l'époque, le chômage bat des records, c'est quasiment encore plus important qu'aujourd'hui, et on invente ce qu'on appelle à l'époque la clause du mieux-disant social. On invente la clause d'insertion. Il y a 2 circulaires qui sortent sous ces 2 gouvernements, et le principe de la circulaire est très simple, c'est, dans le fond, il y a un chômage qui ne fait que grimper. Est-ce qu'on peut demander aux entreprises de faire un effort, de nous aider, et pour ça, on va se servir de la commande publique. Donc on invente à l'époque le principe que vous pratiquez à Sevran. Un marché public, c'est pour une entreprise des heures de travail, et l'entreprise qui gagne le marché, on lui demande de réserver un certain nombre d'heures à une action d'insertion. On se met au boulot, on est quelques-uns à l'époque à y croire. En 2001, on est plus tranquille, parce qu'avec le gouvernement Jospin, on a la légalisation de la clause. Jusque-là, on était très fragile. À partir de 2001, on sait qu'on a le droit d'écrire une clause et que ce droit, il n'est pas contestable. L'entreprise qui ne veut pas appliquer son offre est rejetée. À partir de là, c'est clair. En 2000-2002, l'Europe s'en mêle dans 2 affaires. Je regarde ma montre toujours, mais la première est intéressante parce qu'elle est pour moi l'illustration de l'importance du pouvoir politique. En 95-96, on a, nous, en Nord-Pas-de-Calais, une dame qui est présidente de région, qui veut tout bousculer, et ça nous plaît bien. Moi, je suis dans ma fac, et Madame Blandin a lu les circulaires sur les clauses. Et elle se dit, très bien, moi, je vais le faire. Alors, non seulement elle fait de la clause, pas de l'article 14, mais elle va très loin. Elle met dans tous les marchés d'attribution des lycées une clause d'insertion comme critère de choix. Que nous proposez-vous pour lutter contre le chômage? On a tout entendu. On a tout entendu. La pensée juridique dominante nous a accablés, mais réellement. Qu'est-ce que c'est que ces incompétents? En plus, ils étaient verts, donc vous imaginez ce qui se passait. Voilà, on a tout entendu et pourtant elle l'a fait. Elle a tenu tête. Elle n'a jamais lâché. Je n'étais pas dans son équipe, moi j'étais dans ma fac, j'étais consulté comme juriste et moi j'y croyais. J'ai dit on y va. On a tout entendu et après avoir tout entendu, on a gagné. Mais on a gagné en... C'est parti, voilà, il va revenir, voilà. On a gagné en 2000. Pourquoi? La Commission européenne, vous imaginez, les élus parfois ont peur du contentieux. Moi je leur dis, vous avez tort. Allez au tribunal pour défendre l'intérêt général, faites-le, allez-y. Et c'est ce qu'a fait Madame Blandin. On a été attaqué par la Commission européenne. Vous imaginez, c'est pas rien. La Commission européenne a attaqué devant qui? Devant la Cour de justice des communautés européennes. Avec quel argument? Un marché, c'est un acte économique, le social n'a rien à y voir. Donc la France est traduite en justice, puisqu'on est un État unitaire, à cause de la région Nord-Pas-de-Calais. Et en 2000, la Cour de justice donne raison à la France, donne raison au Nord-Pas-de-Calais. Autrement dit, on a un arrêt du juge européen qui vient dire en septembre 2000, eh bien si, la Commission, vous avez tort, on a le droit, à l'occasion d'un marché public, de prendre en compte le social. En 2002, on a un 2e arrêt qui est rendu par la Cour de justice qui porte sur l'environnement.
La ville d'Helsinki passe un marché où elle met une clause anti-pollution tellement élevée que la Commission européenne, toujours elle, attaque. C'est un marché de transport. On cherchait une compagnie de transport pour transporter les gens de la ville. Il y a une clause environnementale et la Commission tient ce raisonnement qui peut vous paraître incroyable mais qui est vrai. L'objet du marché, c'est de transporter des gens. L'objet du marché, c'est de trouver des bus. Que le bus pollue ou pas, on s'en fout. Ce n'est pas le problème. Donc l'environnement, rien à y voir. Et encore une fois, la Commission perd. Comme quoi, il faut parfois oser aller faire du contentieux. Je dis ça parce que si à l'époque, je reprends mon exemple en Pas-de-Calais, si cet élu n'a pas le courage d'aller jusqu'au bout, rien ne se passe. Et à la limite, on ne serait pas là aujourd'hui, me semble-t-il. Donc, en 2002, le juge européen dit « Eh bien oui, on a le droit de prendre en compte l'environnement pour attribuer un marché ». Résultat des courses, le Parlement européen, en 2004, compte tenu de ce qu'a dit le juge européen, on a une délibération au Parlement européen, on a une directive européenne sur le marché public, qui est d'ailleurs bien plus souple que le droit français, c'est un vrai paradoxe. Très souvent, on vous dit « c'est à cause de l'Europe ». Ben là, c'est pas de bol. Si en France, on est ayatollah en marché public, c'est à cause des Français, pas de l'Europe. Parce qu'on ne fait pas ce que dit l'Europe. On pourrait y revenir, mais c'est un autre débat. Donc le Parlement européen adopte une directive, et la directive dit, à l'occasion d'un marché public, on a le droit de prendre en compte le social et l'environnemental. Et ce que dit le Parlement européen en 2004, ça rentre dans le Code des marchés français en 2006. Que dit le Code? Un peu de droit, après un peu d'histoire. L'article 5 du Code dit « Tout acheteur public doit prendre en compte les objectifs du développement durable ». On est rentré dans le développement durable, c'est même, paraît-il, inscrit dans la Constitution. C'est bien d'en parler, c'est mieux d'en faire. Ça veut dire quoi qu'il doit prendre en compte les objectifs du développement durable? Le Code des marchés dit « Prendre en compte les objectifs du développement durable », ça veut dire concilier l'économie, l'environnement et le social. Et à la question qu'on pose au ministère de l'économie et des finances, qui en France a la tutelle des marchés publics, la réponse de la ministre, c'est « prendre en compte », ça veut dire que tout acheteur public, en cas de contrôle, doit pouvoir justifier qu'il s'est posé la question de la prise en compte du développement durable. On en est très loin, forcément. S'il y a un contentieux, alors je le redis à Sevran, je le dis partout, mais on ne va pas le faire à Sevran parce que les élus sont très sympathiques, mais je dis toujours aux structures d'insertion, si un jour il y avait une structure d'insertion qui voulait bien m'aider à attaquer un marché public parce qu'il n'y a pas de clause, je fais le recours gratuitement, parce que, mais on ne va pas le faire dans le 9.3 non plus. L'idée, ce serait de... J'aimerais bien avoir un jour un arrêt quand même du juge pour étayer la réponse du ministre. Autrement dit, une entreprise d'insertion, par exemple, qui fait de l'espace vert, il y a un supermarché qui part en espace vert, il n'y a pas de clause. Je dis à l'EI, allez, on attaque sur le fondement, il n'y a pas de clause. Que devrait faire le juge? En principe, le juge va se retourner vers le maire et va dire au maire, monsieur le maire, faites-moi la preuve que vous vous êtes posé la question. Il ne va pas contrôler la décision, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas. Il devrait contrôler à minima qu'il s'est bien posé la question de la prise en compte du social et de l'environnemental. Mais depuis 3-4 ans, mon appel reste vain. Pour l'instant, on n'a pas encore eu de contentieux. À Lyon, on va le faire un de ces jours, non? On va demander à M. Gatignon, à monsieur, s'il va donner son nom à une jurisprudence. Voilà. Voilà. Donc, juridiquement, un peu de droit. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment ça se met en place? 4 dispositifs dans le Code. Le reportage était très bien fait et tout ce qui a été dit jusqu'à présent va vraiment dans le sens de ce que je voulais vous dire, donc je vais pouvoir abréger. 4 articles. L'article 14, c'est la procédure qu'on a tous utilisée pour démarrer des clauses. Pourquoi? Enfin, tous. Je ne suis pas sûr, on verra tout à l'heure, mais ce n'était pas forcément le cas. Mais bon, mais globalement, on a souvent commencé par là, disons. On a souvent commencé par là. Moi, je dis pourquoi est-ce qu'on a tous... Dans l'ANRU, c'est du 14. Pourquoi c'est du 14 dans l'ANRU? Majoritairement parce qu'on ne change rien. C'est très rassurant, le 14. Le 14, ça consiste à dire, on fait comme d'habitude, on continue à prendre les mêmes critères, la valeur technique, le prix, le délai d'exécution. Tout ce qui change avec l'article 14, c'est que, vous l'avez dit tout à l'heure, on écrit dans le marché que l'entreprise va devoir faire des heures. C'est la clause d'insertion comme condition d'exécution.
je ne touche pas aux critères d'attribution. Je prends les critères habituels. Simplement, les entreprises qui me proposent une offre savent que, si elles gagnent, elles vont devoir faire cette clause. Et tout ce qui a été dit, je n'y reviens pas. On a compris depuis 10 ans qu'il fallait avoir un facilitateur, qu'il fallait avoir un chargé de mission clause, qu'il fallait effectivement, voilà, tout ça, je n'y reviens pas, ce sera dit dans les tables rondes. On a un deuxième article qui est moins utilisé, qui est l'article 53. Le Code des marchés dit qu'on peut, pour attribuer un marché, prendre en compte les performances de l'entreprise en matière d'insertion. Là, c'est différent. Pourquoi ? Parce que dans le premier cas, j'attribue le marché avec comme critère de choix le prix, la valeur technique. Là, je dis aux entreprises 3 critères. Le prix, la valeur technique et vos performances en matière d'insertion. Dans le premier cas, article 14, l'entreprise zappe la clause, elle signe, oui, je le ferai, puisqu'il n'y a pas d'intérêt à s'en occuper tout de suite, puisque ça ne compte pas pour l'attribution. Avec l'article 53, elle ne peut pas faire ça, puisqu'il y a des points à prendre. On va noter. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je n'en parle pas. On continue à avoir une petite incertitude juridique sur le critère de l'objet du marché. Il y a des gens qui continuent à dire qu'un marché qui a comme objet le bâtiment ne peut pas avoir de critères social en critères d'attribution. Moi, je pense que c'est une erreur juridique, mais on s'oppose entre juristes là-dessus. Et comme on s'oppose là-dessus, on a inventé, avec tous ceux qui, comme Nadir, font des clauses depuis assez longtemps, on a inventé ce qu'on appelle le 14-53. Le 14-53. Ça marche bien. Ça consiste tout simplement à dire à l'entreprise, vous me faites des heures, c'est écrit dans le marché, comme on l'a dit dans le reportage, vous me devez 1000 heures, vous me devez 2000 heures. Simplement, je vais vous demander comment vous allez faire ces heures. Et on a décliné dans les procédures de marché, on le fait ailleurs et vous le ferez bientôt à Sevran, j'en suis sûr, on a décliné des indicateurs de performance, on met un petit document dans les pièces du marché et on dit à l'entreprise, expliquez-nous comment vous allez techniquement encadrer nos personnes, expliquez-nous comment vous allez les former, expliquez-nous ce que l'on peut attendre comme qualification professionnelle pour les personnes qui vont rentrer chez vous. Et puis aussi, parce que c'est important, dites-nous comment vous allez prendre en compte l'accompagnement socio-professionnel. On sait le faire, on le développe dans beaucoup d'endroits, c'est très utile sur les marchés de services, c'est très intéressant sur les gros marchés. Ce qu'on espère, c'est que ça puisse développer de la co-traitance. Moi, j'espère que l'entreprise un peu embêtée par mon questionnement va dire, dans le fond, j'ai une bonne entreprise d'insertion, je vais répondre avec elle, en co-traitance. C'est très utile aussi si vous voulez aller chercher les entreprises d'insertion. Les entreprises d'insertion ont du mal à gagner des marchés. Une façon de les aider, c'est d'utiliser l'article 1453 parce que vous valorisez l'insertion. Troisième article du Code, ce qu'on appelle entre nous l'article 30, mais l'article 30 ne dit pas grand-chose dans le Code en fait. La limite des 2 premiers dispositifs, c'est le public. Ça a été rappelé aussi tout à l'heure. Que l'on soit en 14 ou en 53, ça a été dit tout à l'heure par un chef d'entreprise, il faut des gens motivés, quoi. En gros, les chefs d'entreprise nous disent, bon, on a compris, ils ne sont pas très bien formés, c'est vrai, ils ne sont pas très bien qualifiés, d'accord, mais ils viennent tous les jours et ils sont à l'heure. Donc, sur le public, on ne peut pas ne pas proposer à l'entreprise qui a signé des gens qui soient capables de remplir ce qu'ils appellent les obligations minimales, ponctualité, régularité. Que fait-on avec les autres ? Avec les autres, on a effectivement la possibilité d'acheter de l'insertion. Alors ça, c'est une vraie révolution culturelle. Moi, j'y crois beaucoup. C'est là-dessus que je me bats beaucoup actuellement. Il faut simplement imaginer qu'un chantier d'insertion, son métier, c'est de faire de l'insertion. C'est d'acheter de l'insertion. L'action d'insertion repose sur un support d'activité. Donc, il faut tout simplement trouver dans la commande publique des supports d'activité. Mais on ne va pas acheter le support d'activité, on va acheter l'insertion. C'est une autre révolution à faire dans les services techniques des collectivités. Je prends l'exemple pour l'ANRU en 2005, Perpignan, c'est mon exemple parce que je l'ai vécu. L'ANRU nous dit développer les marchés d'insertion et à Perpignan, un technicien m'explique qu'avant de démolir ou de déconstruire, comme on dit à l'ANRU, il faut faire de la dévitalisation. Il faut retirer ce qu'il y a dans le bâtiment. Et l'action de dévitalisation, on peut le retirer du marché de démolition
et en faire un excellent support d'activité pour une démarche d'insertion. Donc aujourd'hui, le financement des chantiers suppose que l'on trouve des supports d'activité. Où sont les supports d'activité? Dans la commande publique. Il suffit de regarder dans la commande publique et on peut trouver tous les supports d'activité que l'on veut. C'est ce qu'on appelle l'achat d'insertion avec l'article 30. Le dernier article sont les marchés réservés. Là aussi, c'est important. On a le taux de chômage chez les handicapés est le double de celui du reste de la population. Mais là, pour les structures que vous connaissez qui accueillent des handicapés, il y a une procédure complètement discriminatoire, la procédure du marché réservé. Si je suis élu et si j'ai envie de travailler avec les ESAT ou les entreprises adaptées, je plante un drapeau, le drapeau de l'article 15, je dis marché réservé et personne d'autre ne peut candidater sur ces marchés. Voilà les 4 dispositifs. Tout à l'heure, quelqu'un a dit il faut tout faire, c'est important. Si vous voulez donner du sens aux clauses sociales, il faut impérativement que vous décliniez la totalité des dispositifs. C'est évident. Le 14, il a ses limites. Le 53, il a ses limites. Il faut faire le 14, le 53, le 30 et le 15. Et il faut effectivement penser le tout. Penser les clauses sociales, ça veut dire décliner la totalité des 4 dispositifs. Alors ensuite, ce sera presque la fin, je m'arrêterai là pour faire gagner du temps à dire, le reste on le fera plus tard. C'était les enjeux. Moi je trouve qu'il y a des enjeux actuels des clauses. Alors le premier enjeu, ça a été dit tout à l'heure par une dame dans le reportage, il faut se diversifier, quoi. Le BTP c'est bien, mais il n'y a pas que ça, hein. On peut closer tous les secteurs d'activité en France, ça a été dit. Et évidemment, si on veut diversifier les publics, il faut aller chercher tout le reste. Donc c'est pas très compliqué de regarder les marchés. Et je dis toujours aux collectivités, les marchés de services, quand on les loupe pour 4 ans. Donc à Sevran comme ailleurs, j'espère qu'au mois de septembre, on va demander à la commande publique de regarder tous les marchés de services qui viennent à expiration l'année prochaine. Parce que c'est maintenant qu'il faut les identifier si vous voulez les closer. Et si possible, en marché de services, closez-les en 1453. Vous allez travailler avec l'entreprise pendant 4 ans. 4 ans avec l'entreprise, ça vaut le coup de lui demander de faire un effort. On ne va pas closer un truc à 200 heures en 1453, c'est pas la peine, on ne va pas embêter l'entreprise. Mais quand on a la durée et le volume, c'est intéressant. Diversifier les moyens. Alors, ça a été dit aussi dans les secteurs d'activité, ça a été dit dans le montage, il y a aussi les marchés de prestations intellectuelles. Bien sûr qu'il faut closer tous les marchés de bureaux d'études. Bien sûr qu'il faut le faire. Sans aucun problème. Ça marche. Vous avez des jeunes diplômés qui ne trouvent pas de boulot. Mettez des clauses au bureau d'études. Il n'y a pas de raison que ceux qui font des clauses aux entreprises n'en fassent pas eux-mêmes. Ce n'est pas très compliqué à faire. Ça se fait. D'autres territoires le font. Mettez des clauses sur les marchés de prestations intellectuelles, les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre, les paysagistes. Ça fonctionne et c'est la même mécanique. Diversifier les moyens. La commande publique, ce n'est pas que les marchés publics. Moi, j'ai closé dans la ville de Roubaix l'an dernier une délégation de services publics. Le maire, là aussi, nous a écoutés. Donc, il avait sa DSP chaufferie urbaine qui arrivait à expiration. On a eu Veolia d'Alkia qui s'est opposé à GDF Suez. Voilà, les gros. 15 ans de DSP, 15 ans d'insertion, d'un coup d'un seul. Les délégations de services publics en clause d'insertion, c'est extraordinaire en termes de latitude et de marge de manœuvre que vous avez. Donc regardez les DSP, et si vous avez le bonheur d'avoir, pas le bonheur ou le malheur, je ne sais pas, là-dessus, moi je suis réservé, mais le PPP est en train de gagner beaucoup de terrain, donc c'est du bien, mais il y a aussi des inconvénients à ce dispositif. Mais toujours est-il que si vous avez un PPP, closez votre PPP et demandez à l'entreprise également qui va être choisie de faire de l'insertion. Diversifier les procédures, je n'y reviens pas, ça a été dit, faire du 14, faire du 14-53, faire du 30, faire du 15. Comment est-ce qu'on donne du sens à tout ça? Ce sera ma conclusion. Moi, je trouve, alors c'était les diapos suivantes, mais je m'arrête pour laisser du temps au débat. Je pense qu'il est important dans les collectivités. Moi, où je travaille avec des départements, des régions, des agglos, mais je trouve qu'il est important d'avoir dans toutes les collectivités qui veulent faire des clauses un comité de pilotage. Il faut absolument qu'on ait un élu qui s'y colle, mais là j'ai cru comprendre qu'il y en avait au moins un ou deux. Il faut absolument que... des clauses qui marchent bien, c'est une décision politique. C'est une administration qui est mobilisée. Si le DGS et si le DGA n'est pas mobilisé, ce sera compliqué. Le DST, il est là, je l'ai vu chez vous, donc il n'y a pas de souci.
Donc il faut absolument que vous ayez un comité de pilotage où une fois ou à 2 fois par an, voilà, il faut qu'en septembre 2011, on se dise à Sevran, qu'est-ce qu'on va closer l'an prochain? Quelle est notre progression? On fait l'ANRU, c'est bien, mais on doit tout... Les seules choses que vous ne pourrez pas closer sont les marchés de fourniture. Parce que si votre fournisseur, ou alors on fait un deal entre Sevran et Roubaix, si votre fournisseur est à Roubaix, ça ne va pas forcément vous avantager. Mais à la limite, ça peut se regarder. Parce que les marchés de fourniture, il y a un petit problème pour les closer, on n'y arrive pas beaucoup, puisque si le fournisseur n'est pas sur son territoire, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à essayer, sauf à faire du partenariat. Mais donner du sens, ça veut dire que ce comité de pilotage, piloté par un élu avec l'engagement des services et la cheville ouvrière, la chemise blanche qu'on a citée tout à l'heure, voilà, donner du sens, ça veut dire faire de la programmation, savoir ce que l'on va closer et oser. Il faut que les élus, dernier mot de conclusion, cette fois-ci c'est le dernier, il faut que les élus prennent la main sur la commande publique. Je suis juriste, j'enseigne le droit à mes étudiants. Les juristes, ils savent, vous savez, si vous les laissez faire, ils sécurisent. Hein. Et le drame en France aujourd'hui, l'un des drames, c'est qu'on laisse faire les juristes. Et plus vous laissez faire les juristes, un juriste, il est naturellement formé à sécuriser. Donc si l'élu n'est pas là pour dire « donnez-moi mes options », quelles sont mes options? Quels sont mes risques? La décision, c'est l'élu qui la prend, ce n'est pas le juriste. Mais ça ne peut fonctionner que si l'élu reprend la main sur la commande publique, incontestablement. Et c'est un enjeu essentiel. Et il n'y a pas que les clauses, c'est tout le code des marchés qui est en cause. C'est tout le code des marchés, c'est toute la pratique des marchés qui est en cause. En France, on a une pratique ayatollah du code des marchés parce que, effectivement, à un moment donné, moi je reprends l'exemple de 95 et de Marie-Christine Blandin, je pense que si elle n'a pas la volonté politique de dire à ses services juridiques, et croyez-moi, ils ne sont pas tendres avec elle parce que c'est ceux de l'ancien président. Pas facile pour elle. Elle leur dit, voilà, et elle prend le risque, elle assume le risque. Et ce risque, voilà. Moi, je pense qu'il n'y a pas de risque à défendre devant le tribunal administratif, devant le juge administratif. Il n'y a pas de risque à défendre l'intérêt général. Et à partir de là, je pense qu'il faut savoir oser en matière juridique. Les clauses, c'est un volet du dispositif. Il y en aurait beaucoup d'autres, mais j'ai promis de m'arrêter. Merci de votre attention.